Donc, je laisse la parole à Antoine Merci Brouillot. Karine. Merci Karine pour cette introduction. Donc, en guise de préambule sur ce webinaire, une première diapo pour vous rappeler, évidemment, un certain nombre d'entre vous, en tout cas la majorité d'entre vous savent qu'il existe une réglementation sur la traçabilité des dispositifs médicaux implantables. Euh, Karine, je veux bien que tu avances la présentation. Voilà, donc qui a pour objet donc la traçabilité des DMI, donc qui doit être effectuée en, en- en- en temps réel, à chaque étape et par chaque acteur du circuit. Donc on part de la réception des DMI par la pharmacie à usage intérieur par un enregistrement informatique en temps réel. Puis, au moment de l'utilisation des DMI au sein des services utilisateurs, donc un enregistrement au sein du système d'information de l'établissement qui doit être fait à l'aide d'un système d'identification et de saisie automatique des données. Cet enregistrement dans le service utilisateur doit se faire en complément des données enregistrées lors de la délivrance et dans le cadre d'une interopérabilité des systèmes d'information entre le service et la pharmacie à usage intérieur. Donc, toute cette traçabilité-là, l'objectif, c'est qu'elle se fasse de manière complètement intégrée, donc à l'aide de systèmes d'identification et de saisie automatique des données permettant l'enregistrement et la capture du code IUD. Donc l'objectif, on est d'accord, c'est d'effectuer cette traçabilité de tous les DMI de classe 3. Et donc on vous a remis en fin de diapo les références donc, que vous connaissez, donc l'arrêté du 8 septembre 2021 relatif au management de la qualité du circuit des DMI, le décret du 7 décembre de 2020 et finalement le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux du 5 avril 2017. Je vous en ai parlé rapidement en préambule, on voulait vous parler donc d'un accompagnement réseau Médit sur le sujet des DM-DMI. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les Omédit, on est régionalisé, donc chaque région, vous pouvez contacter votre Omédit pour voir si vous pouvez bénéficier d'un accompagnement ou pas. Et à ce titre-là, il existe des outils qui ont été développés, comme la cartographie, qui permet de réaliser un diagnostic et un plan d'action avec des indicateurs de suivi. Donc, on vous a remis en fait les différentes étapes qui sont abordées dans cette cartographie, à savoir donc la partie à l'intérieur de l'hôpital, l'ensemble des logiciels qui existent, donc tous les SI de l'hôpital, tout ce qui est sur la partie fournisseurs et information DMI, donc base de données, gestion de marché, commande fournisseur, circuit API, circuit au bloc opératoire, tout ce qui gère et génère en fait les données du patient en dehors de l'hôpital, donc le lien avec le DMP et ou le DP dossier pharmaceutique, ainsi que les données financières pour tout ce qui est entre autres la liste en sus et les données de la LPPR en sus, et sans oublier l'aspect requête en partie en lien avec la matériovigilance. Donc la cartographie, voilà, on vous a mis une petite capture d'écran, et en parallèle, on a développé en fait des affiches de communication pour sensibiliser en fait les opérateurs et les directions sur le déploiement de l'IUD, et donc l'identifiant unique qui théoriquement doit permettre la traçabilité sanitaire en temps réel tout au long du parcours du DM. Donc là, vous avez les deux affiches, c'est disponible sur les sites de vos Omédit. Et donc maintenant, sans transition de nouveau, on va donner la parole donc aux 2 retours d'expérience. Le premier retour d'expérience est donc celui, des Hospices civils de Lyon, qui va vous évoquer donc son développement, son projet, pour essayer d'atteindre, le 100 de traçabilité sanitaire en temps réel, et les logiciels qui seront, évoqués sont, Easily, développé par Opsys, Hospilog et Cepage. Et donc je laisse la parole à Constance Bretagnol.
Je coupe mon partage, Constance. Merci Karine. Bonjour à tous, donc je suis Constance Bretagnol, je suis responsable du SMQ DMI aux HCL, donc c'est un poste que j'occupe à mi-temps et donc pour lequel je dépends de la direction de la qualité. J'occupe également un autre mi-temps où je dépends du pôle de pharmacie et où j'ai la charge de mettre en conformité le circuit d'approvisionnement des implants dentaires. Donc, je viens vous faire le retour d'expérience donc des HCL. Donc, une présentation rapide des HCL. Nous sommes un CHU multisite composé de 5 groupements hospitaliers, 13 hôpitaux, évidemment multispécialités. On décompte environ 140 salles de blocs opératoires et salles interventionnelles aux HCL, ce qui représente 45 équipes de blocs et nous avons 5 PUI, une par groupement. J'ai mis en tableau quelque chose qui est issu de la cartographie du réseau Médit, le détail de tous les logiciels utilisés aux HCL. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette diapositive. En tous les cas, le topo abordera principalement donc, le logiciel de traçabilité qui est le logiciel Easily. Je précise notamment que les services de radiologie interventionnelle ont un logiciel de traçabilité spécifique qui est le logiciel DXCare, donc que je n'aborderai pas du tout aujourd'hui. Et je précise également que Easily est un logiciel qui est édité par les HCL, mais que bien malheureusement, en tant que pharmacien, nous ne sommes qu'utilisateurs d'Easily et avons très peu de pouvoir de décision sur les évolutions. À titre d'information, environ 88 200 DMI ont été tracés dans Easily en 2022 et pour les données de 2023, on serait aux alentours de 93 000 DMI. Pour ce qui est du contexte institutionnel, donc l'intérêt sur le sujet du circuit des DMI a toujours été porté par le groupe de travail pharmacien DM. Donc il y a un groupe de travail du pôle pharmacie qui regroupe l'ensemble des pharmaciens DM des 5 groupements des HCL sur lequel on travaille activement en tous les cas sur le circuit des DMI, mais effectivement l'intérêt institutionnel en tous les cas sur le circuit du DMI a été renforcé depuis ma prise de fonction de RSMQ, avec un enjeu qui constitue bien sûr un enjeu fort de sécurisation des soins pour les patients pris en charge dans nos établissements. Donc, pour ce qui est de la démarche, donc moi, j'ai pris mon poste en avril dernier, en avril 2023. Donc, pour ce qui est de la démarche qui a été mise en place, on s'est appuyé sur l'outil Interdiag DMS-DMI qui est proposé par la NAP, qu'on a pu déployer au niveau des 5 PUI pour ce qui est du module PUI, de 9 services utilisateurs d'Easily et on a également utilisé l'outil pour les 5 services de radiologie interventionnelle, utilisateurs du logiciel DX. Tout ça est vraiment réalisé dans un enjeu d'harmonisation des pratiques au sein des HCL. Nous sommes également basés sur l'indicateur régional CAQES qui est paru en 2022 au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est spécifique au DM-DMI et notamment l'objectif 1 qui avait été d'évaluer les moyens dont dispose l'établissement pour le circuit du DMI. Donc, on travaille vraiment sur ce circuit des DMI en équipe avec, comme je le mentionnais avant, le GT pharmacien DM, bien sûr l'équipe SMQ DMI et évidemment la direction des services numériques. Pour un peu plus de concret, j'ai essayé de schématiser de la manière la plus simple possible les outils de notre système d'information pour le circuit des DMI. Donc, notre logiciel de gestion économique et financière est le logiciel CEPAGE, qui correspond donc à notre logiciel de commande et notre logiciel de marché. On dispose d'une direction des achats donc qui intègre
les DMI référencés au sein de notre logiciel Cépage. Donc l'intégration de tous les DMI référencés aux HCL se fait manuellement par la direction des achats dans notre logiciel Cépage. Actuellement, on n'est pas pourvu et interopéré avec une base de données externe pour l'intégration des données relatives aux DMI référencés aux HCL dans notre logiciel de GEF. Donc ça, c'est un point un peu difficile de notre circuit, on va dire. Ensuite, pour tout ce qui est transmission de commandes auprès des fournisseurs, donc on a des transmissions qui sont dématérialisées de nos commandes, avec notamment la transmission de nos commandes en EDI via la plateforme Hospitalis. Donc les commandes émises dans notre logiciel Cépage sont transmises aux fournisseurs via la plateforme Hospitalis. On dispose également d'un outil qui est la plateforme Ascali pour tout ce qui est la transmission des demandes de dépôt temporaire aux fournisseurs. Donc ça, ce sont des outils qui nous permettent de faire des transmissions dématérialisées de nos commandes. Ensuite, on dispose d'un logiciel de gestion de stock PUI qui est le logiciel Hospilog, qui est interfacé avec notre logiciel de GEF, et toutes les réceptions physiques et comptables de matériel sont réalisées dans ce logiciel Hospilog. Notre logiciel de traçabilité est le logiciel Easily, qui est également interfacé avec Cépage pour toutes les données, le référentiel de nos produits. Easily vient de Cépage, et dans l'autre sens, Easily communique avec Cépage pour tout ce qui est commande de régularisation de pause. Le point noir de notre circuit du DMI se situe entre le logiciel Hospilog et Easily, puisque ces derniers ne sont pas interopérés. Donc, ce qui génère au niveau des PUI une double saisie des étapes de réception et de consommation dotation. Donc, tout ce qui est aspect comptable est réalisé dans le logiciel Hospilog, et tout ce qui est traçabilité sanitaire est réalisé dans notre logiciel Easily. Notre logiciel Easily est également notre DPI, dossier patient informatisé. Donc, les informations relatives à la traçabilité sanitaire sont directement reversées dans le DPI patient. On en reparlera plus tard. Pour ce qui est du logiciel de traçabilité sanitaire Easily, donc on dispose d'un module pharmacie pour lequel on réalise les étapes d'enregistrement de la réception et des dotations au service. Ces étapes sont réalisées via un lecteur automatique, une douchette. La douchette, le seul prérequis pour l'utilisation de cette douchette, et lorsque l'on scanne pour la première fois le DMI dans Easily, il faut qu'on fasse une étape d'appairage du code HCL, donc de notre code GEF interne, avec le DMI et les informations qui sont lues par la douchette. Une fois que cette étape est réalisée, les fois suivantes, nous aurons juste à scanner le DMI, et les informations relatives au lot et à la date de péremption seront enregistrées automatiquement via la douchette. Donc, cette étape impacte la PUI d'appairage du code barre avec la lecture du code barre avec le code HCL. Mais une fois que cela est fait, cela permet au bloc de pouvoir procéder à la saisie de la pause ou de l'échec de pause via la douchette. Donc, Easily est capable de traiter les informations avec la douchette. Cette diapo, rapidement, pour vous indiquer que la traçabilité financière est gérée par le logiciel Easily. La traçabilité sanitaire est réalisée dans le logiciel Easily. Pour ce qui est de la traçabilité en temps réel, je n'ai évidemment pas pu mettre qu'on était tout vert et à 100% en traçabilité à temps réel, puisque nous disposons encore d'un circuit papier pour les DMI gérés en dépôt temporaire. Certains DMI gérés en dépôt temporaire. Nous sommes informatisés pour la gestion de stock PUI, la réception, la lecture automatique des codes barres, j'en ai déjà parlé. Également un point
un point négatif de notre organisation actuelle et de l'utilisation du logiciel Easily, c'est qu'on ne dispose pas d'un module de gestion de stock pour les unités de soins. Les blocs n'ont pas accès à leur état de stock informatique via Easily. Et enfin, pour l'IUD, l'appairage, en fait, l'apprentissage j'ai pas pu mettre non plus qu'on était ouvert puisque cette donnée n'est actuellement pas requêtable dans Easily, bien que traitée, puisque l'apprentissage du code barre est en fait ni plus ni moins l'apprentissage de l'IUD à Easily. Simplement, cette information n'est pas retranscrite et on ne peut actuellement pas requêter nos données de traçabilité par l'IUD. Pour ce qui est de notre circuit du dépôt des DMI gérés en dépôt permanent, je me suis permis de reprendre les schémas utilisés sur les documents de comment organiser le circuit des DMI proposé par la NAP. Ça paraît peu clair, mais je vais tâcher de vous expliquer ça. Donc, du coup, pour les DMI gérés en dépôt permanent, le fournisseur procède à la livraison des DMI au sein des PUI. Les PU procèdent à l'enregistrement et l'enregistrement de la réception des DMI dans Easily. Donc, cette étape enregistre le lot, la date de péremption, et il y a même l'apprentissage du mode de gestion pour cette référence et pour ce service. On peut apprendre à Easily que cette référence est gérée, par exemple, en dépôt permanent. Les DMI sont ensuite transmis au bloc opératoire. Et la pose du DMI, au moment de la pose du DMI, l'enregistrement de l'implantation se fait également par une douchette et en temps réel au moment de l'intervention. L'enregistrement de cette implantation au moment de l'intervention dans Easily va générer automatiquement un document de traçabilité dans le dossier patient qui est dans Easily, ça va générer un document de traçabilité avec les informations relatives à la pose, donc le nom du médecin implanteur, la date et la référence et le lot du ou des DMI implantés. Ensuite, l'information de la pose sera transmise dans Easily aux pharmacies. Donc, ce sera une demande de réapprovisionnement qui sera transmise via le module commande d'Easily. Et on a la chance, depuis que nous avons le logiciel GEF Cépage, depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, 2 ans, que ce module Easily soit interfacé avec notre logiciel de commande. Ça signifie qu'à partir du moment où les préparatrices récupèrent l'information de la pose du DMI, la validation de cette information va générer automatiquement une commande de réappro, de régularisation et de réappro dans ces pages qui sera ensuite transmise à via Hospitalis au fournisseur. Donc, comme je vous le disais, Easily permet de renseigner le mode de gestion du DMI, donc qu'il soit en dépôt temporaire, en dépôt permanent, ou par défaut, si on ne renseigne pas un mode de gestion, c'est que le DMI est géré en achat. Pardon. Du coup, on renseigne donc ce que je vous disais, le fournisseur, l'unité fonctionnelle du service concerné, le type de dépôt, permanent ou temporaire, et le libellé du dépôt. Et on implémente toutes les références concernées par ce dépôt. Donc, on peut faire le choix d'un même dépôt pour un seul fournisseur et on renseigne tous les stents, par exemple biliaires, pour ce fournisseur et pour ce service. Donc, cela permettra après, dans Easily, d'avoir l'information que le DMI est géré en dépôt temporaire et cela sera retranscrit par ce camion noir que j'ai mis en photo au-dessus de la capture d'écran. Le camion bleu repère les DMI gérés en dépôt permanent. Il y a également un module qui est très intéressant et qui permet de renseigner la dotation théorique, c'est-à-dire le nombre de références nécessaires en dotation pour le service et par référence. Donc, cet outil est très intéressant pour avoir l'information de l'état des stocks nécessaires pour le fonctionnement du service. Simplement, ce module n'est pour le moment pas du tout abouti puisqu'il faut renseigner manuellement pour chaque
pour chaque référence et pour chaque UF, ajouter la référence et renseigner manuellement la dotation théorique avec l'impossibilité d'intégrer un fichier Excel pour renseigner toutes ces données. Je pense notamment à des services d'orthopédie où il y a 3000 références en dépôt. C'est un peu compliqué de renseigner manuellement chaque référence. L'autre point fort d'Easily, c'est donc la transmission de l'information de l'utilisation du DMI par le bloc pour les pauses, mais également pour les échecs de pause, puisque le bloc a la possibilité de renseigner qu'il s'agit d'un échec de pause. Donc ça se fait via le module commande. Donc à partir du moment où le DMI est utilisé et tracé par le service, on retrouve l'information de son utilisation, de sa pause ou de son échec de pause dans ce module commande. Donc on a l'information qu'on doit renouveler ses DMI. On retrouve également l'information du mode de gestion du DMI. Par exemple, là, la ligne d'embase tibiale avec le camion noir. Donc, on sait que cette référence est gérée en dépôt permanent. À partir de ce module, on va pouvoir aller renseigner les informations relatives au renouvellement et à la facturation de ce DMI. Donc, pour un DMI en dépôt permanent, on va pouvoir aller renseigner que le DMI est à renouveler et à facturer dans ce module. Cette information, une fois ces informations validées, elles seront transmises au logiciel CEPAGE qui générera la commande de régularisation et de renouvellement auprès du fournisseur, qui sera validée par la pharmacie et ensuite transmise au fournisseur via la plateforme Hospitalis. Donc, comme je l'évoquais avant, il y a également une limite à ce logiciel, c'est effectivement qu'il n'y a pas d'accès à la gestion de stock pour les unités de soins. Donc, l'unité de soins, le bloc, ne peut pas consulter son stock informatique et est obligé de solliciter la pharmacie pour connaître le niveau de stock informatique des DMI. En fait, l'accès au module Easily Pharmacie est vraiment réservé avec une habilitation pharmaceutique réservée au PPH et aux pharmaciens. Donc, on a des réflexions à mener sur les droits et les habilitations du module gestion de stock avec une réflexion pour un accès en mode consultation pour les unités de soins afin qu'ils puissent consulter en temps réel leur stock informatique de DMI. Donc ça fait l'objet d'une demande d'évolution auprès de la DSN. Pour ce qui est de notre circuit pour les DMI gérés en dépôt temporaire, en prêt, donc un peu le nerf de la guerre pour atteindre 100% de traçabilité sanitaire des DMI. Suite à la réalisation des autodiagnostics avec l'outil Interdiag DMS-DMI, on s'est aperçu qu'il y avait un réel enjeu d'harmonisation des pratiques sur les différents GH, notamment pour l'étape de gestion de la demande et du recours à la plateforme Ascali, qui n'est pas utilisée de manière uniforme par l'ensemble des pharmacies de groupement. Et également, on a pu observer que certains groupements réalisaient une traçabilité en temps réel pour certains petits dépôts temporaires. Donc, par petits dépôts temporaires, j'entends des dépôts temporaires de moins de 10 références. Donc, je vais vous présenter les deux circuits des DMI gérés en dépôt temporaire aux HCL. Donc, le premier qui est quand même majoritaire avec une traçabilité qui est réalisée a posteriori des DMI, a posteriori de la pause, mais également une traçabilité qui peut être faite en temps réel par le bloc opératoire. Donc, le circuit des dépôts temporaires, la chose se complexifie nettement pour ce schéma. Donc, la demande part évidemment du bloc opératoire qui fait une demande pour un patient donné auprès de la pharmacie. La pharmacie va alors réaliser la demande au fournisseur après validation pharmaceutique sur la plateforme Ascali. Donc, cette demande est transmise au fournisseur. Le fournisseur nous répond sur la disponibilité ou pas du matériel et procède à la livraison au sein de la pharmacie.
Les DMI sont alors réceptionnés. Il y a quand même une vérification de la conformité de la commande qui est réalisée, mais absolument aucun enregistrement informatique des informations relatives aux références, aux lots et aux dates de péremption dans EasyLy. Les DMI sont alors transférés au bloc opératoire. La pose du DMI est réalisée, mais l'enregistrement de l'implantation est fait manuellement via un circuit papier et une ordonnance papier spécifique. Les DMI sont alors non utilisés, sont alors retournés à la pharmacie, accompagnés de la fiche de traçabilité papier. Donc, les préparateurs réalisent alors l'enregistrement nominatif de la pose a posteriori. Et à partir de ce moment-là, une fois que la traçabilité est enregistrée par la PUI, le document de traçabilité dont je vous ai précédemment parlé dans le cadre du circuit du dépôt permanent est généré automatiquement dans le DPI du patient. Ensuite, pour ce qui est de la commande de régularisation, de la même manière que pour le dépôt permanent, les informations sont transmises directement à CEPAGE qui va générer la commande qui sera validée par la pharmacie et transmise au fournisseur. Voilà pour notre circuit des dépôts temporaires. Donc, des dépôts temporaires sans traçabilité en temps réel. Lorsque la traçabilité est effectuée en temps réel, donc les étapes de demande du service, de transmission au fournisseur et de livraison restent identiques. C'est au moment de la réception que les DMI sont enregistrés comme ce qui est fait pour les DMI en dépôt permanent. Les DMI sont donc enregistrés dans EasyLy. Donc, on a l'information de la date de la date de réception et on enregistre le lot et la date de péremption. Ils sont ensuite transmis au bloc opératoire. Le bloc peut ainsi faire l'enregistrement de la traçabilité en temps réel. Le document de traçabilité est alors généré automatiquement dans le dossier patient. Ça a son importance puisque je vous expliquerai un peu le contexte de mise en place de ces circuits. Les DMI sont ensuite non utilisés, sont retournés à la PUI. Tous les DMI non utilisés sont sortis d'EasyLy en sortie de stock dans le module retour fournisseur. Donc, on a l'information qu'on les rend de manière effective au fournisseur. Pour ce qui est de la commande de régularisation, encore une fois, c'est toujours la même logique de validation et de génération de commandes de régularisation dans CEPAGE. Donc, la traçabilité en temps réel, je vais quand même vous contextualiser la mise en place de ces circuits dans les PUI. En fait, ça a été fait au sein d'un groupement dans le cadre de la pose des prothèses mammaires. Et ça a fait suite à une demande médicale qui était de remettre le document de traçabilité à la sortie, à la sortie immédiate des patientes, sachant que c'était des patientes prises en charge dans des parcours ambulatoires. Donc, il fallait immédiatement il était nécessaire que la traçabilité soit réalisée en temps réel pour que le document soit généré dans le dossier patient et puisse être transmis à la patiente dès son départ. Donc, dans ce contexte-là, la pharmacie a accepté d'enregistrer donc les prothèses mammaires, sachant qu'effectivement, ce ne sont pas des dépôts temporaires pour lesquels nous avons 500 références et seulement 2 sont utilisées. Les prothèses mammaires, en général, c'est maximum 8 implants pour une pose de 2 implants, donc ce n'est pas trop chronophage en termes de temps de réception pour la pharmacie. L'autre exemple, c'était un autre groupement qui a fait cette démarche pour les implants les lentilles intraoculaires, pardon. En fait, il y avait une gestion qui était vraiment très chronophage des réconciliations d'inventaire avec notamment un fournisseur, puisqu'il y a de nombreux dépôts temporaires qui sont gérés en ophtalmologie pour ces implants. Et du coup, dans ce contexte, pour s'affranchir de ces réconciliations à rallonge, le fait de réaliser la traçabilité en temps réel de chacune des étapes du circuit, tout ce qui est demandé par la réglementation, prend son sens parce que nous permettait de dire
parce qu'évidemment, dans ces réconciliations d'inventaire, il y avait beaucoup d'implants qui avaient déjà été régularisés, retournés aux fournisseurs depuis bien longtemps, mais malheureusement, on n'avait pas la traçabilité informatique pour justifier et montrer aux fournisseurs qu'on l'avait rendu. Alors, on retrouvait des informations, mais pas de manière très simple et pas dans le logiciel Easily. Donc, le parti a été pris de traiter la traçabilité en temps réel pour permettre de s'affranchir de toute cette gestion très chronophage des réconciliations d'inventaire. Bien sûr, la limite de ce circuit de traçabilité en temps réel pour les dépôts temporaires ne peut s'appliquer que pour des petits dépôts, puisque effectivement la réception est très chronophage pour les pharmacies, malgré le scannage des dispositifs. Mais ça peut nous pousser à avoir des pistes de réflexion, notamment à l'intégration d'un fichier Excel qui serait transmis par le fournisseur et comprenant l'ensemble des références contenues avec les informations de lot et de péremption contenues dans le dépôt temporaire. Après, avec une réflexion de consolidation des informations transmises par le fournisseur. Donc, pour pas juste intégrer ce fichier Excel, peut-être scanner 3 ou 4, ou 10 refs contenus dans le carton pour s'assurer que les informations transmises dans le fichier Excel soient bien conformes et exactes. Constance, on va devoir Oui. terminer. Eh ben, j'ai fini. C'était juste pour conclure que pour avoir un circuit de DMI tout à fait interopérable, nous avons encore des choses à améliorer, notamment l'intégration d'une base de données, s'affranchir de cette double saisie de l'étape de réception dans nos deux logiciels et perfectionner notre gestion de l'IUD. Mais tout ça, les difficultés majeures que nous rencontrons, ce sont d'intégrer nos demandes d'évolution à la feuille de route de la direction des services numériques. Je vous remercie. Merci Constance. On va maintenant passer la parole. Antoine, je vais te laisser prendre du coup la Oui, présentation. sans transition. Donc, je vais passer la parole à la Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine. Donc, il va nous faire à son tour son retour d'expérience. Donc, je suis le docteur Faine de Lyon, je suis chirurgien orthopédiste et médecin en gestion des risques associés aux soins. J'étais pilote sur l'établissement au niveau de l'informatisation du circuit DMI. Et on a maintenant Anne-Sophie qui prend le relais puisqu'elle est arrivée après, qui est RSMQ DMI, et le docteur Pierre Gassia qui a participé à l'installation de l'informatisation, qui est gérant de la PUI sur l'établissement. Donc, suivante, on est sur un établissement de 580 places. Vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, Antoine. Oui, j'ai passé, mais il y a peut-être un délai. Ok, donc établissement MCO, 580 places et lits, on a 30 salles d'intervention sur 5 blocs différents. Un bloc général sur 11 salles, on a une salle d'interventionnelle, on a 2 salles de chororhythmo, une salle de pédiatrie, 2 salles césariennes, et on a un bloc ambulatoire séparé de 12 salles d'intervention avec tous les blocs endoscopiques. Diapo suivante. On a quasiment toutes les spécialités au niveau des EMI les plus concernés, ortho, dont la chirurgie rachidienne, la chirurgie vasculaire et la choro, qui sont vraiment des gros poseurs. Et après, on a quasiment toutes les spécialités. On n'a pas l'ophtalmo, la cardio et la neurochir, c'est ce qui nous manque. Et donc, activité d'endoscopie. On a environ 30 000 interventions par an et 31 000 DMI posés par an. C'est à peu près notre activité au niveau des différents blocs. Diapo. Alors nous, on a commencé très tôt la démarche d'informatisation. Notre cahier des charges initial, c'était en fait de répondre aux exigences réglementaires. On n'avait pas encore l'arrêté du 8 septembre quand on a commencé le travail, mais comme on avait déjà différents textes avant, on voulait, et il y avait déjà eu un travail auparavant, et ça faisait partie des actions qui étaient préconisées dans le travail qui a été fait en gestion des risques sur l'informatisation du circuit. On voulait donc assurer la protection des données, surtout simplifier tous les circuits qu'on avait, simplifier le travail de chacun et simplifier la traçabilité. Et avec une lecture des codes barres et du DUD et avoir une possibilité d'extension d'emblée. On a voulu en fait avoir un seul outil pour les DMI et afin de simplifier aussi les démarches en disant que peut-être que plus tard, ça allait être aussi obligatoire, de réfléchir sur ce qu'on pouvait faire au niveau des DM réutilisables, donc tout ce qui est visserie et implant dans les boîtes, et même au DMS.
Donc ça faisait partie de notre cahier des charges initial et donc simple d'utilisation et que chacun s'y retrouve et au niveau de la pharmacie et au niveau des primaires du bloc opératoire et bien sûr en maîtrisant le budget parce que tout ceci a un coût, donc il fallait quand même être attentif par rapport à ça. Donc le travail a commencé, nous, en 2019. On avait fait déjà une analyse de processus pour justement faire cette analyse de risque. Et ça, c'est notre Gantt. Donc en septembre, on a commencé à faire les premières cartographies de notre système d'information avec les différents flux. Après, on a fait notre workflow, où on a croisé notre analyse de processus avec notre cartographie pour voir chaque étape du processus du circuit DMI par rapport au système d'information où chaque logiciel travaillait et ce dont on avait besoin. Et puis après, on a commencé à voir un petit peu les différents choix qu'on avait devant nous. Donc ça nous a pris jusqu'à peu près printemps 2020. Et donc on a commencé la mise en place de notre informatisation complète en juin 2020. Et ça a été fini depuis octobre 2020, on a mis en place cette informatisation. Diapo. Donc notre cartographie initiale du système d'information, on avait globalement le logiciel Optim qui gérait la stérilisation et au niveau du bloc, les DMI étaient gérés par Optim Block. Sigem, c'est avec ces trois logiciels à l'intérieur qui ne se parlent pas entre eux. On avait Expert Santé pour le DPI et la programmation du bloc opératoire et tout ce qui était facturation et contrôle de gestion sur ICTI et la facturation également sur Sigem, mais ils ne se parlent pas. Donc ça nous faisait quand même 3, 4, 5, 6, 7 logiciels, notre gestion des DMI initialement. Et donc on a mis à l'intérieur de ça les différents flux, dans quel sens ils étaient, comment ils se parlaient. Donc ça, c'était notre première cartographie, diapo. Donc ça, c'était en 2019. On a fait le premier workflow en suivant. Et là, vous avez un extrait. Pour chaque étape du circuit DMI, on a croisé notre processus avec les différents logiciels en se disant, ben voilà, au moment de la commande, quel logiciel intervient, ce dont on a besoin, qu'est-ce qui est fait exactement au niveau de la demande, de la commande, de la réception, de l'implantation et après du renouvellement, avec effectivement toujours cette vision un peu globale qui va plus loin que les DMI, mais on parle des DMI aujourd'hui. Donc ça, c'était donc le workflow qui nous a permis en fait de simplifier vraiment. Diapo. Et une fois qu'on avait ça, on a à peu près en tête ce dont on a besoin en fait pour faire nos choix. Et diapo suivante. Vous passez sur la diapo suivante. Et en fait, dans nos choix, par rapport à ce qu'on voulait initialement, je reviens sur celle d'avant. On a donc regardé un petit peu ce que pouvait nous apporter ScanDM. On peut revenir sur la précédente, s'il vous plaît? Oui, ça va venir. Et en fait, nous, on s'est penché plutôt sur ScanDM plutôt que de changer notre système d'information. Pourquoi? Parce que Sigem, on l'avait depuis très longtemps, c'est énorme, on a beaucoup de services qui travaillent dessus pour tout ce qui est administratif, facturation et le stock au niveau de la pharmacie. C'était extrêmement compliqué de le changer, très coûteux et très chronophage. Optim devenait un peu obsolète et lourd pour nous, sauf au niveau de la stérilisation, mais au niveau du bloc, c'était un logiciel de plus. Et donc, on s'est penché sur cette solution de ScanDM avec KeyTrace, qui est en fait un logiciel d'interopérabilité entre nos différents logiciels. Et donc, on a regardé un petit peu ce que ça pouvait nous apporter, avec justement, avec ce workflow, ce qu'on pouvait en faire. Diapo suivante. Donc, si on reprend notre cahier des charges initial, diapo, on répondait à toutes les exigences de notre cahier des charges, sauf une qui ne correspond pas directement le circuit DMI, c'était être fiable et simple. Vous passez à la diapo suivante, c'est bon? Voilà, le seul truc qu'on n'avait pas rempli par rapport à notre cahier des charges, ou en tout cas pas vérifié, c'était être fiable et simple d'utilisation parce qu'on voulait surtout pas rajouter encore du travail, même si on savait qu'on allait apporter vraiment un confort au niveau des préparateurs en pharmacie, mais également au niveau du bloc opératoire parce qu'elles ont forcément beaucoup de réticences au niveau de la traçabilité et en tout cas que personne n'y travaille en plus ou des logiciels en plus. Donc là, on a commencé à voir un petit peu avec les différents utilisateurs, diapo, est-ce qu'on pouvait en fait apporter en plus avec cette informatisation du circuit.
C'est-à-dire que d'emblée, grâce à ce logiciel ITRAS, on gérait notre circuit d'informatisation du DMI. On a dit, on fait aussi tous les DMS, les boîtes d'ancillaires. On a mis aussi la banque d'os. On a mis tous les implants restylisables des boîtes et toute la visserie. Et aussi les inventaires. Ce qui fait que du coup, en prenant ce choix-là, on n'avait plus qu'un seul logiciel qui faisait tout ça. C'était uniforme, quel que soit en fait pour tout ce matériel, qu'on n'ait pas en fait des logiciels encore en plus. Et ça, en fait, ça va simplifier la vie de chacun. Et en plus, pour supprimer encore du travail et des outils, on a intégré tout ce qui est gestion du bloc opératoire. Donc côté infirmier, c'était checklist de timing, où ça faisait encore d'un autre logiciel, un troisième pour elle, les fichiers éco, les rapports d'intervention, tout ce qui est du nettoyage, des réunions, etc., ouverture. Donc tout ce qui est vraiment traçage du bloc, on l'a aussi intégré dans notre réflexion. Et c'est comme ça qu'on a pu en fait réussir à convaincre et à faciliter le travail et des préparateurs en pharmacie et des infirmières qui sont quand même le deuxième volet qui n'est pas des moindres au niveau de la traçabilité. Diapo. Au niveau des infirmières, on va passer à la diapo suivante directement. Elles travaillaient sur OptimST, OptimBlock et DPI. Actuellement, avec ITRAS, on a supprimé OptimST pour les infirmières. Ça fonctionne encore que pour la stérilisation parce qu'on a une passerelle. OptimBlock, on l'a complètement supprimé puisqu'on fait une traçabilité de tout ce qui est implanté et utilisé au bloc avec ScanDM. On a tout mis dedans. Et Expert Santé, tout ce qui est traçabilité et intervention a été supprimé aussi. Donc on n'a qu'un seul outil avec une tablette dans la salle d'opération. Au niveau des préparateurs en pharmacie, diapo suivante, ils travaillaient essentiellement avec Optim et Sigem Stock, qui gèrent en fait toute la pharmacie, le stock, les commandes, etc. Et en fait, diapo, on leur a supprimé Optim Block. Et on a la passerelle entre ITRAS et Sigem, ce qui nous permet en fait d'avoir, il n'y a plus de recopiage, il n'y a plus de création étiquette, tout ça qui est complètement fini en gérant en fait les achats, les dépôts permanents et les dépôts temporaires. Diapo. En fait, ScanDN nous permet d'avoir une interface entre les logiciels qu'on a simplifiés. Pour les implants restérilisables et les visseries, diapo suivante, on a mis en place en fait des fiches ou voilà, des plaques comme ça où on a créé des QR codes. Et en fait, soit comme sur les implants comme ça, on n'a strictement rien pour tracer. On crée ces QR codes qui sont scannés en salle d'intervention, donc en temps réel. Et on les a, nous, en dépôt. Donc, ça va alimenter directement sur la commande qui est générée automatiquement. Et on a aussi une fiche de traçabilité pour tous ces implants qui favorise le travail de la pharmacie et également au niveau du bloc opératoire. Donc, on a plein de planches comme ça. On a créé tous nos codes barres pour simplifier le travail de chacun. Diapo suivante. Alors, une fois qu'on a réfléchi à tout ce qu'on pouvait mettre en place, on a refait de nouveau le workflow pour qu'on puisse faire tous les paramétrages informatiques avec ce que pourrait nous apporter ScanDM. Donc, on a repris toutes les étapes du circuit des DMI, que ce soit en dépôt et en dépôt temporaire. Je passe sur tout ce qu'on a mis en plus dans ScanDM et on a refait notre workflow pour créer nos passerelles et voir un petit peu ce que ça pourrait nous apporter. Et c'est à ce moment-là donc on a pris ce choix-là et qu'on a mis en place avec le système d'information toutes les passerelles et toutes les créations au niveau informatique. Diapo. Donc globalement, on garde nos logiciels de base. Au niveau administratif, on reste sur Sigems. Au niveau de la planification du bloc opératoire, on reste sur le DPI Expert Santé. Et au niveau du bloc opératoire, on a tout qui est géré uniquement par la tablette, qui va en fait tracer en temps réel toutes les implantations. La réception se fait au niveau de la pharmacie, on a des préparateurs en pharmacie au sein des différents blocs opératoires. Ils font les réceptions, etc. Et en fait, au niveau de l'implantation, avec la tablette également, on va pouvoir tracer l'implantation. Les préparateurs récupèrent en temps réel la traçabilité, valident l'intervention et donc ça part directement sur Sigems et ça va donc pour les dépôts permanents générer la commande automatique. Et après, de la même façon, tout ce qui est implantation est envoyé automatiquement sur Sigems au niveau de la facturation. Et on a, alors il y a des contrôles qui se font en parallèle, mais au niveau de la facturation, on a également cette passerelle qui est faite et qui nous permet d'avoir
toute la traçabilité financière qui est faite automatiquement. On a une passerelle au niveau de la stérilisation parce qu'on sert aussi des boîtes, mais voilà. Donc on a cette informatisation globale avec nos différents logiciels. Diapo suivante. Les principales difficultés qu'on a rencontrées, en fait, c'était au niveau de la préparation avant la mise en place. Ça nécessite quand même un pilotage et un groupe de travail avec pas mal de personnes. Vu qu'on a mis pas mal d'extensions quand même, on a travaillé donc la pharmacie systématiquement, la stérilisation parce qu'on voulait mettre les ancillaires, on avait le bloc opératoire, le système d'information, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? La pierre, mais en gros c'était ça. S'il y avait aussi la facturation, les admissions aussi, pour tout ce qui était effectivement dossier médical. Donc on faisait on avait un groupe de travail où on se rencontrait très très fréquemment. Donc on a fait notre cartographie, tous les processus, les workflows, et après notre principale difficulté c'était le paramétrage, puisque par rapport à notre logiciel de stock et de commande qui est donc Sigems, et bien on s'est rendu compte en mettant cette interface, quand on bip l'IUD ou le code barre, on a des références qui sont exactes avec des tirets, des points, des slash, etc. Et que depuis longtemps, au niveau de Sigems, pour simplifier, ben on n'avait pas forcément recopié tous les codes barres, exactement les références, il peut y avoir des espaces. Donc ça ne reconnaissait pas en fait entre le QR code lu, la référence et Sigems. Et en fait c'était essentiellement des problèmes de paramétrage. Et chaque difficulté qu'on a rencontrée sur les quelques premiers mois, c'était des problèmes de paramétrage de notre côté. Donc on a fait le nécessaire rapidement pour pas mettre en difficulté les personnes qui travaillaient sur le circuit UDM. Au niveau de la mise en place, c'était aussi le suivi. On avait donc cette base de données à corriger. Ça nous a pris bien 3 mois. Ouais, 3 mois. On a même mis quelqu'un en place à temps plein pendant 3 mois, je crois, pour tout corriger. Tellement on avait de choses à corriger. Et donc on a, pendant plus de 6 mois, on a été suivi avec un suivi interne, avec des audits, et un suivi aussi externe avec donc, le logiciel d'interface qu'on avait choisi. Et la dernière difficulté qu'on avait rencontrée, c'est sur le plan humain, avec une grosse réticence d'emblée. Toujours la peur du nouveau, de travailler en plus ou quoi que ce soit. Donc il a fallu présenter longuement le projet et être beaucoup sur le terrain pour leur montrer, leur expliquer et puis avoir tous les retours de difficultés, des choses qui n'étaient pas lues ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, si on les essaie, on va accumuler au fur et à mesure et en fait les gens perdent complètement et sont trop réticents et on a senti pendant un petit moment que c'était un petit peu compliqué, donc on était vraiment sur le terrain pour tout corriger. Et actuellement, en fait, je pense que plus personne ne veut revenir en arrière, donc c'est vraiment tellement simple, donc tout le monde est très très content. Donc aujourd'hui, en tout cas, on a l'informatisation du circuit DMI. Au niveau dépôt et achat, on a la commande, la réception, l'implantation, on a la fiche de traçabilité, on a qui est implantée directement dans le DPI et qui va aussi dans le DMP. On l'a paramétré. Au niveau des dépôts temporaires, je vais Anne-Sophie, on est informatisé. On est informatisé, mais il n'y a pas de. On est informatisé, mais il n'y a pas de transfert immédiat des réceptions dans notre logiciel de gestion de stock. C'est seulement les implants qui sont posés qui remonteront en fait dans le logiciel Sigems. Mais la réception et le retour de tous les implants, donc de tout le prêt, se fait quand même dans notre logiciel ITRAS. C'est-à-dire que la commande se fait aussi avec Ascali, on s'en sert beaucoup. Et toutes les réceptions sont informatisées par ITRAS, ça reste dans ITRAS. Au niveau de l'implantation, on sert d'ITRAS, mais comme le code, la référence n'existe pas dans la base de données, une fois que l'intervention avec le contrôle des pharmaciens, on crée dans Sigems, je regarde Anne-Sophie, on crée dans Sigems, mais automatiquement, comme c'est dans ITRAS, une fois qu'ITRAS se trouve dans Sigems, ça alimente automatiquement notre logiciel de stock. Donc on a comme l'informatisation quasiment en temps réel à ce niveau-là. Je pense que voilà. En tout cas, à nos yeux, ça ne pose pas de problème particulier. Donc, traçabilité sanitaire en salle d'intervention avec la fiche de traçabilité, le DMP c'est fait. Diapo suivante.
Donc ça, au niveau du circuit DMI, on a la gestion des stocks pour tout ce qui est dépôt permanent et achat. ITRAS nous permet en fait d'avoir cette gestion des stocks. J'avoue qu'on s'en sert pas spécialement par ITRAS. La pharmacie se sert beaucoup de la gestion des stocks au niveau de SIGEMS, mais via ITRAS, on peut aussi l'avoir. Donc ça, on l'a au niveau, ça nous gère tous les périmés. On gère tous les périmés également. Et donc ça va jusqu'à la facturation qui se sert effectivement de SIGEMS et également de ITRAS parce que ça l'alimente directement. Diapo. Néanmoins, avec tout ça, tout le monde dit que ça fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'au niveau de la pharmacie, on n'a plus de création de code barre, toute la réception est faite, etc. de façon informatique. Donc c'est vraiment un gain de temps pour tout le monde et pour le bloc opératoire aussi. Un confort de travail vraiment important parce qu'elles ont juste une petite tablette, etc. On est complètement sécurisé. C'est vrai que par rapport au recopiage qu'on pouvait avoir, et ben, là, on est vraiment tranquille. Ça simplifie beaucoup le circuit et les démarches. Et je ne fais pas la pub d'ITRAS, mais en plus, on a nos DMS nous, qui sont informatisés et en fait, c'est adaptable. Donc en fait, on peut tout changer sur notre tablette. Et en fait, on a nos appellations propres à l'établissement. Donc en fait, on peut aussi changer le nom. Je parle surtout des DMS. Pour les DMI, on ne change rien, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, ou même sur les boîtes d'ancillaires qu'on a utilisées, on peut vraiment tout faire comme on a envie. Donc simplification pour les préparateurs en pharmacie, on l'a vu. Pour les idéaux aussi, elles ont juste une tablette comme un téléphone portable dans la poche. Elles n'ont qu'un seul outil. Pour la facturation, ça va simplifier parce qu'elles ont toutes les données en direct. Pour l'inventaire, on a gagné beaucoup de temps puisqu'on fait aussi l'inventaire. Avant, c'était sur tableau Excel. On fait tout avec ce logiciel-là. Ce qui fait qu'avant, on fermait le bloc une journée. On fermait les salles d'intervention pendant une journée. Aujourd'hui, on ne ferme plus aucune salle d'intervention. On fait l'inventaire la nuit et on peut tout faire et on l'a en temps réel. Et le contrôle de gestion a donc une vue en permanence sur toutes les consommations. Et l'avantage, c'est qu'on est sur la consommation DMI, bien sûr, mais aussi DMS. Et je pense que ça peut être aussi très, très intéressant. Diapo suivante. Alors ça, c'était notre cartographie. Je crois qu'on l'a faite en 2021 avec le Médic Nouvelle-Aquitaine. Donc on était conforme, il nous manque pour nous en tout cas la base de données. Oui. Ça faisait partie des actions qu'on devait mettre en place. On l'a pas encore mise en place. Il nous manque encore pour l'instant donc cette base de données pour qu'on puisse en fait avoir l'informatisation avec la passerelle avec SIGEMS. Donc c'est encore là. C'était le seul point au niveau de la cartographie qui nous manquait et on ne l'a pas encore fait en tout cas. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Karine, je pense qu'on peut passer à la séquence de questions-réponses sur le Exactement. chat. Alors, compte tenu du timing, on va trier donc les questions. Donc, on vous l'a dit, pour ceux qui auraient raté les quelques minutes d'introduction, les questions se font via l'onglet Q&R, donc questions-réponses, au niveau de votre barre Teams. On ne prend pas de questions à l'oral tout de suite. Les questions en lien avec un logiciel seront traitées dans la deuxième phase. Donc, la première question s'est portée, alors je pense que les 2 établissements peuvent répondre. Ce serait intéressant d'avoir les effectifs en place pour la traçabilité des DMI et les rôles. Alors sur les HCL, on est sur du multisite, mais peut-être avoir sur la gestion plutôt de ce que vous avez déployé en lien avec les dépôts temporaires, les prêts? Constance? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu la question initiale. C'était la question se portait sur les effectifs en place pour réaliser la traçabilité des DMI et les rôles des différents acteurs. Oui, alors ça va dépendre des groupements, mais c'est sûr qu'il y a des effectifs, mais ça sera dépendant des groupements et de l'activité du site, hein. Et pour les rôles dans la traçabilité? Je suppose. Nous, c'est les PPH, hein, qui procèdent aux étapes de réception et dotation dans Easily. Et après, moi, j'insiste là-dessus, la traçabilité au niveau du bloc et de la responsabilité des équipes de bloc. Merci.
Alors, il y avait une autre question. Je pense que ça peut être une réponse conjointe avec les utilisateurs de ScanDM et utilisateurs d'EasyLi. C'était, vous arrive-t-il parfois de devoir gérer des DMI à la fois en prétemporaire et en dépôt? Et si oui, comment faites-vous? Comment faites-vous pour la traçabilité des DMI d'ostéosynthèse non stériles? Il y a 2 questions. Le premier, c'est le double circuit finalement, une référence, 2 circuits. Moi, je veux bien juste répondre en tout cas pour ce qui est des dispositifs médicaux non stériles, puisqu'en fait, ceux-là, nous, ils sont tracés. Ils sont tracés avec nos planches de QR code qui sont créées en fait. On a créé nos planches en tout cas pour les dépôts. Pour tout ce qui est dépôt, en fait, on a créé nos planches pour tout ce qui est en non stérile. Donc en fait, ça ne fait pas partie de l'arrêté, mais en fait, on l'a fait d'emblée. Parce qu'en fait, sinon, on va encore multiplier les outils et en fait, l'infirmière en bloc opératoire sera bien moins performante en traçabilité si en fait, elle a plein de méthodes différentes pour travailler. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a tout mis dedans. Donc nous, on a créé nos codes barres. Après, dépôt plus près, Anne-Sophie dit qu'on en a. Oui, on a des références en effet qui sont gérées à la fois en dépôt et à la fois en prêt. Pour ce qui est dépôt, comme je disais, la réception est faite dans SIGES, notre logiciel de gestion de stock, alors que pour le prêt, on ne réceptionne pas dans la gestion de stock, on ne scanne que dans son logiciel e-trace. Et en fait, on ne réceptionnera a posteriori que ce qui a été posé. Je pense, vas-y. Pour ce qui est de la gestion prétemporaire et dépôt, alors de mon côté, ça va encore une fois dépendre des groupements, mais pour moi, ma logique, quand j'étais justement en groupement, c'était plutôt de refuser cette pratique, puisque je vois pas tellement à part complexifier les circuits et bon, je vois pas vraiment l'intérêt. Autant avoir un dépôt de taille adaptée à l'activité qui évolue, hein, bien sûr, mais bon, on peut demander une augmentation de dépôt plutôt euh, qu'un prêt temporaire en plus. Et encore une fois, on rencontrait cette problématique parfois en ortho, mais c'est aussi une organisation de programme opératoire qui me paraît modulable en tous les cas sur une activité programmée, hein. J'entends évidemment si on a une activité d'urgence, c'est peut-être plus compliqué, mais bon, à la fois on peut adapter la taille de son dépôt à notre activité d'urgence. Et pour de l'activité programmée, moi j'aurais plutôt tendance à dire à l'équipe du bloc d'adapter son programme opératoire à la taille des dépôts. On a une question pour... Pardon. Non, c'était juste pour la traçabilité de l'ostéosynthèse. Oui, pardon. Effectivement, si elle nécessite un renouvellement, on la trace avec. Il arrive qu'elle elle peut être tracée avec un lot fictif, on va dire. On renseigne un lot qui n'en est pas un, puisque par principe, il n'y a pas de lot pour du non stérile. Merci. On va encore prendre 2 questions. Pour l'équipe de Bordeaux, la traçabilité est faite en sortie de salle par les PPH sur une feuille de papier? Je vous reprends. La traçabilité sanitaire, elle est faite en temps réel avec une tablette dans la salle d'opération et tout ce qui est donné au chirurgien est bipé systématiquement en temps réel. Donc en fait, on a directement, et une fois que l'intervention est finie, le dossier bouclé, en fait, ça part de façon informatique aux préparateurs informatiques qui sont au bloc opératoire, qui récupèrent directement, ils ont accès au logiciel, et en fait, ils ont en fait l'intervention en temps réel. Et ça impacte dès que l'intervention est finie, le dossier, quand il est fermé, la fiche de traçabilité, une fois qu'elle est validée, elle part directement dans le dossier patient informatisé. Notre question, c'est une question sur les inventaires. Donc, vous en avez parlé un petit peu à Bordeaux, où vous expliquez qu'avec ScanDM, maintenant, vous faisiez des inventaires la nuit.
Donc, est-ce qu'il y a des inventaires pour faire du contrôle de gestion et vérifier que les IDE de bloc tracent bien de façon exhaustive? Alors, l'inventaire qui est fait, nous, c'est nos inventaires biannuels. Donc, pour le contrôle de gestion et le côté facturation et économie pure. Et après, nous, au niveau de l'exhaustivité, de la traçabilité, il y a des contrôles. Et des petits audits, on va dire. Audit et contrôle. Et on a un suivi. Alors, on a audit contrôle au niveau de la traçabilité, de l'exhaustivité. Et on a également un suivi. On est pareil qu'aux Hospices de Lyon, tout ce qui est échec de pause est également tracé, puisqu'on a cette possibilité-là. Et on a donc un suivi sur les échecs de pause, avec aussi tout ce qui va être perte de traçabilité sur le plan financier. On a un suivi de ça. On a tout ce qui est suivi, quoi, tout ce qui est soit des échecs de pause, soit des problèmes de traçabilité ou quoi que ce soit, on a en fait un suivi sur le plan financier. Donc ça nous permet d'avoir un système d'alerte et on fait des audits et des contrôles réguliers. Et aux HCL? Pour les inventaires? Alors, effectivement, il y a un module inventaire dans Easily, donc permettant de scanner, en fait, d'avoir l'état de stock à l'instant T et puis de pouvoir scanner le stock du bloc. Ce module, il n'est pas optimal parce que très long à la détente quand on scanne les DMI, mais en tous les cas, il existe et des inventaires sont faits de manière au moins une fois par an. Pour chaque bloc et permet de suivre effectivement les pertes de traçat. Et c'est fait à la fréquence de, ça dépend après, hein, mais minimum une fois par an. Dernière question et puis après on partira sur, le partage des salles. Quelle solution avez-vous trouvé pour les DMI tracés dans Cardio Report? Alors je ne sais pas si l'équipe de Bordeaux Nord vous utilisiez, vous faites de la cardiologie Ouais, bah alors je vais encore, désolée, je prends la parole, mais oui, en fait, avec ce logiciel-là, on avait prévu aussi la passerelle Cardio Report. Donc on l'a mis en place l'année dernière. Donc on a tous les implants qui sont tracés au niveau des coraux. On a Cardio Report, on a la passerelle. Donc l'infirmière en coraux, elle a aussi les mêmes tablettes depuis le départ. Et ça va alimenter directement, comme le circuit des DMI de l'autre côté, au niveau des préparateurs informatiques, facturation des pays. Et côté Cardio Report, ça alimente directement Cardio Report de tous les implants qui sont posés. Et ça alimente aussi tout ce qui va être rayonnement, etc. C'est-à-dire que c'est comme au bloc général, tout ce qui est timing, intervention, nous on l'a mis dedans, mais ça c'est un choix d'établissement. Et on a mis aussi tout ce qui est radioprotection. Et donc avec Cardio Report, ça fait aussi la passerelle. Si j'ai répondu à la question. et aux HCL? Ils tracent dans Easily. Ils utilisent plus Cardio Report? Peut-être en parallèle, mais en tous les cas, la traçabilité des stents est faite dans Easily. Parfait. En fait, nous, la traçabilité, c'est avec qui trace, mais en fait, on a cette passerelle avec Cardio Report. Parce qu'en fait, Cardio Report, l'avantage aussi, c'est qu'on a quand même le suivi au niveau du registre, pour tout ce qui va être impact, etc. Donc, au niveau du registre, nous, l'avantage, c'est qu'avec Cardio Report, ça remonte directement dans le registre, avec tous les timings par rapport à la douleur et par rapport au délai de prise en charge. Et en fait, on a créé cette passerelle qui nous permet en fait d'avoir toutes les données avec un seul outil au départ, qui évite au cardiologue de tout rentrer manuellement. Karine, on a une question sur le réétiquetage. Je pense qu'on peut vite y répondre, hein, sans perdre de temps. Donc, on est bien d'accord, les 2 retours d'expérience, vous vous assurez pas de réétiquetage, hein? On est bien Voilà. d'accord. On ne sait même pas ce que c'est. Exactement. Pas de réétiquetage. Il y a une question donc sur, l'arrêté, on y répondra, sur la notion. C'est Oui. une question qui est plutôt réglementaire sur quel est le champ des DMI, qui doivent être tracés. Alors effectivement, ce sont les DMI de classe 3, et chaque État membre
doit pouvoir élargir ce périmètre. Alors pour moi, l'arrêté n'a pas élargi le périmètre français au niveau de la France, puisqu'en fait, l'arrêté concerne bien les DMI. Par contre, se pose la question sur la notion de traçabilité sanitaire, c'est la classe 3 qui est appliquée. Et nous, on a encore des DM dans l'aspect de la directive. Mais ça, je pense que ça fera l'objet peut-être d'un autre sujet ou d'un autre webinaire, si vous le souhaitez. Et le dernier point, c'était quel code barre utilisez-vous? Donc je vais répondre rapidement. Sur Bordeaux Nord, c'est bien la lecture de l'IUD qui est appairée directement via ScanDM et les flashcodes utilisés pour les... Vous me corrigez si je dis des bêtises. Les flashcodes qui sont utilisés en fait pour l'ostéosynthèse ou en tout cas les DM restérilisables, les planches. Oui, c'est l'idée qu'est-ce qu'elle est directement, oui. Voilà. Et côté HCL, en fait, c'est une lecture des codes barres dans leur ensemble avec un appairage de l'IUD, mais il y a une reconnaissance des codes barres, en fait, quels qu'ils soient à l'origine. Et quand l'IUD existe, l'IUD est lu et à la première lecture de l'IUD au sein de l'établissement, il y a un appairage qui se fait avec la fiche produit, donc la lecture de l'IUD peut être lue. D'où le fait que Allez-y, pardon. Non, en fait, nous, ça lit tous les codes barres, en fait. On est un peu pareil pour ça. Si il y a l'IUD, ça reconnaît l'IUD directement, mais sinon, après, ça va cacher tous les codes barres. On est sur le même système. Voilà. Donc, maintenant, on va vous proposer, du coup, pour ceux qui s'étaient inscrits en salle 2, donc qui veulent échanger directement avec ScanDM sur les fonctionnalités de ScanDM et des outils numériques utilisés par Bordeaux Nord, par la polyclinique, on va vous faire passer, donc vous allez devoir quitter la réunion et vous connecter à la réunion suivante sur le lien qui va vous être transmis qui vous a été transmis dans l'invitation et qui va vous être recopié et retransmis dans le chat questions-réponses. Je ne sais pas si quelqu'un peut le faire, parce que je vais... Et nous, en fait, on va rester sur cette plénière-là, on va rester avec ceux qui veulent échanger autour de Easily. Il y a déjà des questions dans le chat sur les fonctionnalités de Easily. Donc, on vous laisse faire le switch. Voilà, donc j'ai relancé l'enregistrement pour la partie discussion donc avec les HCL. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc lever la main et on essaiera de vous donner la parole sur cette partie donc un peu plus spécialisée sur l'outil, enfin l'outil ou les outils, l'environnement, Cépage, Easily, etc. On avait déjà du coup quelques questions autour de Easily avec il n'y a pas de spécialiste d'Easily, donc la question porte sur un équipement que vous n'avez pas aux HCL, puisque est-ce qu'à votre connaissance, Easily est interversé avec Pharma? J'en ai absolument aucune idée. Voilà. Je suis désolée. Donc ça, toutes les questions, on les reportera et on essaiera de les recenser et bien évidemment d'y apporter un peu, peut-être une foire aux questions par la suite sur l'ensemble des questions qui ont été posées. Les produits en prêt sont-ils créés dans Easily par les préparateurs afin qu'ils puissent les tracer? C'est la partie prêt. Rien n'est créé, tout vient de notre logiciel. C'est ce que j'expliquais, tout vient de notre référentiel qui est intégré dans notre logiciel de GEF. Donc, si on n'a pas de marché, par contre, on ne pourra pas faire la traçabilité en temps réel, effectivement. Donc, ça implique qu'on ait un marché un marché ouvert et créé pour les dispositifs qui sont en dépôt temporaire. Si les dispositifs ne sont pas en marché, on ne pourra rien faire dans Easily et rien enregistrer. Une autre question, c'était pourquoi conserver Hospilog pour la gestion des stocks puisque vous disposez de Cépage et que Cépage et Easily sont interfacés? Alors, Easily, ce ne sont que les DMI, mais on commande beaucoup de DMS par ailleurs. Donc, le stock de DMS qui n'a pas, pour le coup, qu'à une gestion purement comptable. Et c'est ce que j'expliquais, c'est que vraiment Hospilog, c'est notre logiciel de stock, mais qui permet de faire les imputations de commandes à tous les services, même pour les DMI pour le coup, parce que Easily ne traite vraiment purement que de la traçabilité sanitaire. C'est une étape de réception, dotation dans le cadre du circuit du DMI.
mais il n'y a pas du tout d'étape de facturation ou d'aspect comptable. C'est vraiment Hospilogue qui traite de tout ça. Et en fait, c'est le logiciel qui est utilisé pour. Ça paraît effectivement absurde dans le cadre des DMI qui sont tracés où il y a une traçabilité sanitaire qui est faite dans Easily. Donc, on peut se dire que l'interfaçage de l'aspect comptable pourrait être directement interfacé avec ces pages, mais ce n'est pas le cas pour les médicaments et les DMS. Donc, on s'est calé à ce circuit-là et c'est pour ça qu'on utilise Hospilogue. Il y avait pas mal de questions sur les prêts. Les prêts, la gestion des prêts avec les préparateurs, mais ça, c'est bon, on y a répondu. Enfin, si tu peux en dire plus sur les... Bonjour Easily. Les commandes via Easily sont transmises dans ces pages et ensuite aux fournisseurs via Hospitalis. Les numéros de lot des DMI posés gérés en dépôt sont de ce fait bien transmis aux fournisseurs via les commandes, point d'interrogation. Tout à fait. C'était notamment ça quand je parlais d'interopérabilité entre Easily et ces pages. C'est vraiment ça qui est très riche et précieux. C'est vraiment que toute l'information relative au DMI posé, donc c'est-à-dire notre code GEF interne, mais ça, le fournisseur, il s'en fiche un peu, mais en tous les cas, la désignation, le lot, la référence est transmise à ces pages et génère une commande et traite les informations relatives à la facturation et au renouvellement. Donc, dans Easy, on peut, pour par exemple une commande de régularisation d'un DMI en dépôt temporaire, donc c'est une simple commande de régularisation, on renseigne dès Easily que la commande est à facturer uniquement, n'est pas à renouveler. Donc, vraiment, en fait, les informations relatives à la commande et à la gestion de cette commande pour le fournisseur sont implémentées dans Easily. Et ensuite, effectivement, les informations relatives au lot sont transmises dans ces pages. Et auparavant, quand on n'avait pas ces pages, c'était un transfert manuel, un copier-coller de toutes les références de tous les lots qui étaient faites dans le logiciel de commande et qui étaient source d'erreurs importantes liées au copier-coller, alors que là, maintenant, ça bascule automatiquement. Lorsque vous douchez un DM au bloc, comment être certain qu'Easily le rapporte bien à la bonne venue administrative? Alors, en fait, la traçabilité au bloc se fait dans un module bloc. Donc, en fait, le bloc travaille sur un module bloc. Ils ont une feuille de salle de bloc dans laquelle ils renseignent l'arrivée du patient en salle, le début de l'induction, le début de l'incision, etc. Et enfin, toute la feuille de salle avec toutes les informations relatives à l'intervention sont sur ce module. Et dans ce module, il y a un onglet traçabilité où le bloc va pouvoir saisir les DMI posés. Quelle était la question initiale, pardon? Le lien, en fait, c'était je la retransforme, le risque d'identito-vigilance où on tracerait et après on devrait appareiller au bon patient. Voilà. Je pense que donc, du coup, comme ils sont dans la feuille de salle du patient, qui est, en fait, ils vont dans le programme opératoire sur le patient concerné. Et du coup, on est directement, il n'y a pas de scan de l'identité du patient. En fait, on est dans l'univers du patient et les DMI sont scannés à ce moment-là, au moment de l'intervention. Ce qui rejoint dans ta présentation la notion des habilitations. En fait, au bloc opératoire, ils sont sur la traçabilité sanitaire, ce qui fait que dans la gestion des dépôts temporaires, des dépôts permanents, où finalement on aurait la possibilité d'avoir un suivi directement au bloc, puisqu'en fait, on est dans Easily, il y a la possibilité d'avoir une quantité maxi. Ils tracent 1, ils tracent 2, ils ont la possibilité de suivre leur stock au regard de leur dépôt informatisé. Et en fait, la réponse était que ce n'était pas possible puisqu'en fait, cette gestion du dépôt est une habilitation pharmaceutique et non pas médicale en tout cas, côté bloc opératoire, ce qui correspond avec, à l'inverse, il n'y a pas de risque d'erreur d'identito-vigilance puisqu'ils sont directement dans la feuille, dans le patient. Exactement.
Alors là, il y a une question sur la fiche de traçabilité du DMI, donc Mmh. que vous réalisez une fois, l'implant, le DM implanté. Est-ce que cette fiche de traçabilité, elle est inclue dans la lettre de liaison? Ou est-ce que en sortie d'hospitalisation, ou est-ce que c'est un document à part, qui se rappellerait, traçabilité de l'implant? Alors effectivement, c'est un document qui est à part, qui est, généré dans un onglet spécifique, du dossier patient qui s'appelle traçabilité des DMI. Donc il y a cette fiche de traçabilité qui est générée, dans le dossier patient. Elle n'est pas transmise, associée à la lettre de liaison, mais ce sont effectivement des pistes, auxquelles on réfléchit. Alors une autre question sur, les dépôts temporaires. Qui est responsable de la traçabilité sanitaire des dépôts temporaires, PPH ou IBOD? C'est effectivement un vaste sujet. Encore une fois, avec, notre activité multigroupement, j'ai pu observer une pharmacie qui faisait réaliser la traçabilité par les IBOD des dépôts temporaires. C'est-à-dire que le bloc transmettait ce qui avait été, utilisé à la pharmacie. La pharmacie procédait à la réception, dotation des DMI et renvoyait le document de traçabilité au bloc pour que ce soit eux qui procèdent à la traçabilité des DMI. J'avoue que dans ma pratique précédente, c'était les PPH qui faisaient la traçabilité a posteriori. Après, c'est discutable étant donné que l'étape d'utilisation, du DMI est de la responsabilité de l'équipe de bloc. Après, on leur offre pas la possibilité de le faire, donc j'avoue que je suis partagée sur cette réponse. Mais en tous les cas, nous, au sein de nos établissements, certains renvoient, heu, au bloc, en tous les cas, c'est au bloc de faire la traçabilité des dépôts temporaires. Alors, sauf erreur de ma part, vous avez la possibilité de lever la main, hein, pour ceux qui auraient des questions ou des questions qui n'auraient pas été posées. Il y a des remarques avec des souhaits, par exemple, serait-il possible de partager les fiches de tâches de vos PPH? Hem, c'est enfin, des fiches de tâches, en fait, nous, on a beaucoup d'organisations, encore une fois, différentes en fonction des pharmacies de groupement. Donc, je ne sais même pas si toutes les pharmacies ont des fiches de tâches. Hem, voilà, ça me pa enfin, en tous les cas, après, on peut échanger sur ces fiches, justement de tâches, mais, et sur les missions du préparateur. Mmh. Mais je suis pas sûre d'avoir de fiches de tâches à transmettre, ouais. Alors là, dans l'échange de questions-réponses, je n'ai plus de questions, je n'en vois plus. Si jamais dans les participants, vous avez encore des questions, à poser, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, on a dépassé l'horaire, donc on mettra fin à ce webinaire en vous remerciant. Ah, la fiche comp est obtenue à partir d'Easily ou d'Hospilog? Easily, easily, easily. La présence d'un PPH au bloc vous paraît-il indispensable ou à distance du bloc? Pour, avoir, connu le PPH au bloc et c'est d'une grande richesse et très très utile et en tous les cas, ça facilite, beaucoup les échanges, tout va beaucoup plus vite et je pense que ça a un réel intérêt en tous les cas pour les préparateurs. En tous les cas, je suis une fervente, je soutiens largement la présence des préparateurs au bloc et qui n'est encore une fois pas uniforme sur l'ensemble des groupements, aux HCL. Et ben, cette fois-ci,
Alors, merci pour cette excellente présentation. Est-ce que le record de cette réunion sera mis à disposition? Le record, l'enregistrement, le replay. Le replay, tout à fait. Alors, normalement, on a réussi les enregistrements, donc il y aura probablement un petit peu de délai avant de la mise en ligne, et ils devront pouvoir se retrouver sur les sites des différents Zomédites. Alors, il y a encore quelques dernières questions. Pouvez-vous évaluer le temps de paramétrage du logiciel Easily pour un démarrage de l'utilisation de la traçabilité sanitaire des DMI? C'est difficile. C'est difficile. Ça dépend du nombre de références gérées, en fait. Nous, on avait été largement aidés puisque les données avaient été retranscrites de notre précédent logiciel qui était CrystalNet dans Easily par les équipes informatiques. Ensuite, le paramétrage des codes barres peut se faire au fur et à mesure de l'eau et des réappros de DMI. Quoique non, puisqu'il faut que ce soit fait au bloc. Non, il faut aller dans le... Écoutez, c'est difficile à dire. Je pense que ça dépend vraiment du nombre de références. Pour l'avoir fait sur le site de la Croix-Rousse, ça avait été effectivement un peu long. J'aurais dit 2 jours à temps plein, à 5 personnes à traîner dans les blocs pour paramétrer les codes barres. Mais je vous avoue que je me souviens plus exactement. Et c'est long. C'est long et à la fois 2 jours sur une utilisation qui est vouée à rester quand même quelques années en place, On est bien le d'accord. temps passé pour un gain finalement permettant une traçabilité sanitaire au bloc, en fait, le temps investi et finalement, c'est une histoire d'appairage, en fait. Là, le paramétrage, c'est une Oui, touchette. Il y a pas de saisie manuelle, en fait. On est d'accord que, vous retapez pas des codes, vous douchez l'IUD sur les boîtes présentes que vous avez sous les yeux. C'est un peu un mode, par défaut, ça fera l'objet, je pense, d'un webinaire, d'un prochain webinaire, d'un prochain épisode. C'est finalement comment est-ce qu'on implémente l'IUD dans nos logiciels. Le mode, donc là, on en parle, en fait, le mode lecture en one shot, on lit une fois, on fait un stock à un instant T et après on gère, en fait, en flux continu ces appairages de fiches, articles et codes IUD à réception? Ou est-ce qu'on a un formatage de temps de paramétrage au démarrage? Donc on fait un blanc, on fait un T0 où, en fait, finalement, on gère un fichier Excel et en fait, on importe un appairage, liste de fiches articles du logiciel de gestion avec un code IUD en face et on l'insère de manière globale et après on va gérer, finalement, les reliquats, les 5-10 de ça. nouvelles références ou de références faiblement tournantes ou d'erreurs de match, d'appairage qui pourraient avoir eu lieu. Ça, c'est vrai que finalement, ça revient à comment est-ce qu'on implémente l'IUD, dans nos logiciels. Alors, comment procédez-vous lorsqu'un code barre ne peut pas être lu à la réception et donc comment vous faites pour l'appairer? Ça devient très rare. Alors, ça arrive encore, effectivement, mais ça quand même, avec l'obligation. Alors, tous les DMI n'ont pas encore d'IUD, hein, ça a été Mmh. retardé pour la mise en œuvre. Mais ça commence quand même à... C'est de moins en moins fréquent. Alors, quand ça arrive, effectivement, c'est une saisie manuelle. Y a-t-il des cas d'oubli de traçabilité au bloc? Leur gestion est-elle chronophage? Bah, de toute manière, les oublis de traçabilité au bloc, on les repère au moment des inventaires en général. Et encore une fois, c'est mon point de vue, mais moi j'estime que la pharmacie n'a pas à contrôler, hormis lors des inventaires, que le bloc a bien tracé et faire une double vérification, par exemple avec des feuilles papier, bien vérifier que le bloc a bien tout tracé. C'est mon point de vue, je pense que c'est le rôle du bloc. Donc pour moi, les erreurs, les défauts de traçabilité sont, apparents au moment des inventaires et en tous les cas, encore une fois, c'est mon point de vue. On regarde si ça... Dans un premier temps, quand il y a des écarts d'inventaire, on regarde si ça peut pas être une erreur de la pharmacie, un oubli ou une erreur de réception. Mais si on en trouve rien de notre côté, transmission au cadre et au chef de service pour essayer de retrouver de leur côté la traçabilité, hein. Avec Ou les le ch déploiement
avec le déploiement de l'informatisation d'Easily, vous avez vu une baisse de ces erreurs ou pas? Après, avant Easily, on avait CrystalNet, hein, donc Vous aviez le circuit des DMI est informatisé depuis un moment. Enfin, moi, je l'ai toujours connu informatisé, que ce soit avec CrystalNet ou Easily. Donc, je sais pas, je pourrais pas dire. L'important, c'est de faire des inventaires le plus régulièrement possible, mais malheureusement, on sait que c'est très chronophage et long et qu'on n'a souvent pas le temps de faire ces inventaires plus souvent qu'une fois par an. Alors, j'ai une question par écrit et je vais donner la parole à l'oral après. Il y a une question sur, un transfert de la base cépage est-elle possible? Alors, je suppose un transfert de la base cépage dans Easily? C'est le cas en fait, hein. Notre référentiel Easily provient de cépage. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important que tout ce qui est renseigné dans cépage manuellement par la direction des achats. Dans l'idéal, je souhaiterais vraiment avoir une base de données externe qui soit interfacée et qui permette de fiabiliser en tous les cas les données renseignées dans cépage. Alors, vous pouvez vous pouvez poser votre question à l'oral? On y a répondu? Peut-être qu'on y a répondu. Allez, une dernière question et on mettra fin à ce webinaire. Envisagez-vous dans un avenir plus ou moins proche le système RFID? Mmh. Le système RFID a été testé au sein d'un service de cardiologie interventionnelle à l'hôpital de la Croix-Rousse, non pas pour les DMI, mais pour la gestion des DM. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un renouvellement par RFID, donc avoir vraiment un stock, un état du stock de matériel DMS, pas DMI, en temps réel du service pour pouvoir faire le réappro en fonction des quotas nécessaires pour le fonctionnement du service qu'on avait défini en amont. Ce travail a montré toute la puissance de l'outil RFID, hein. C'est vraiment super de pouvoir avoir un inventaire total du service en 5 minutes en douchant, en passant dans les couloirs avec une scanette. Voilà, c'est sûr que c'est très précieux. Après, ça a un coût. Je pense que le coût est très vite amorti, mais difficile à démocratiser dans tous les services. Mais en tous les cas, la RFID, le service de cardiologie interventionnelle était moteur, hein, dans ce projet. Il y avait le projet d'un déploiement d'une autre salle. Le choix a été fait pour les DMS, pas pour les DMI, parce qu'en fait, les DMI sont très bien gérés dans ce service. Il y a très peu de problèmes de traçabilité. Donc, on avait fait le choix plutôt des DMS. Voilà, moi je crois largement à la technologie RFID, donc je pense qu'elle serait excellente et très bien applicable au circuit du DMI, hein. Ça fiabilise très clairement le circuit. Nous n'avons plus de questions et nous avons dépassé notre horaire prévisionnel. Il ne me reste plus qu'à donc remercier en premier lieu Constance Bretagnol pour sa présentation et son exercice de réponse à l'ensemble des questions posées et vous remercier les participants pour vos questions et donc comme cela a déjà été demandé, un replay sera mis en ligne sur le site des Omédites. Nous vous remercions et Merci au beaucoup. prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Traçabilité l'eau sur chaque implant. Donc vous imaginez la quantité chez nous avant, donc vous étiquetiez aussi chaque implant. Ouais, exactement. Avant l'informatisation, c'est ce qu'elle faisait. Donc en fait, j'imagine que le gain de temps est considérable quand même. C'est énorme. C'est énorme. Il y a le gain de temps et la sécurisation. Et le risque d'erreur. Ouais, voilà, tout à fait, parce que nous, on a un risque d'erreur sur une erreur type, hein, on se trompe sur une lettre, un chiffre, etc., parce que ça reste du manuel et de l'humain. Donc, effectivement, ça nous intéresse vivement.
on avait des erreurs, voilà, parce que comme vous dites, Bah, nous aussi, on est confrontés à cela. Et une fois que c'est parti dans le flux du bloc, ça devient difficile de récupérer l'erreur, effectivement. exactement. Donc après, le coût exact, je ne peux pas vous donner. Après, si on doit effectivement se mettre par rapport au temps passé à faire des étiquettes, il faut aussi prendre en compte que ça, on le supprime et on gagne beaucoup de temps. C'est-à-dire que le coût, ce n'est pas qu'un coût de logiciel, hein. C'est aussi enlever tout ce que ça nous coûte de faire les trucs manuellement, justement. Et c'est comme Tout ça à que fait. Il y avait aussi un paramètre. voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, si vous voulez faire une étude, ben, vous pouvez demander combien ça coûte et voir par rapport à votre système d'information et par rapport à ce que vous voulez. Et après, au niveau de la direction, nous, moi, je l'ai présenté comme ça, c'est-à-dire tout ce que ça apportait Ah au bah niveau tout à fait, c'est en exactement temps, ce que je souhaite etc. faire. Nous, on est Tout à effectivement fait. constant par rapport à avant, mais on a énormément augmenté notre nombre d'implantations à effectif constant. Alors que D'accord. aujourd'hui, on Et aura peut-être un ou deux en j'imagine aussi, excusez-moi, j'imagine aussi que vous avez eu aussi une amélioration nette sur les inventaires, par exemple. La gestion d'inventaire, les déstériliser, vous avez en temps réel, vous pouvez tracer en temps réel et quantifier en temps réel ce que vous avez au bloc opératoire. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est difficile. Les inventaires sont très compliqués au Alors bloc nous, en fait, opératoire. on a le stock des DMI en temps réel, logiquement. Et après, les gros inventaires, on en fait 2 par an. Et effectivement, après, on peut en discuter à autre parce que c'était pas. Mais si on doit faire un inventaire complet de nous, en fait, les salles d'intervention ferment une journée, oui, c'est une perte d'activité énorme. Tout ça, c'est des arguments pour vendre le Voilà. logiciel au niveau de la direction, hein. Ah bah tout à fait. Acheter le C'est logiciel. tout à fait. Merci beaucoup. Je vous propose de Merci passer donc beaucoup. à la deuxième question, je vous en prie. Donc, monsieur ou madame Dietrich. Oui, bonjour, monsieur Dietrich de Strasbourg. J'avais deux questions. Vous avez dit durant la présentation, vous ne réétiquetez pas les DMI. Comment vous faites avec les banques de tissus, style TBF, OST Développement, Bioprotec, pour que les filles en salle tracent? Et la deuxième question, c'est comment vous vérifiez que la fille en salle a tout tracé? Par exemple, sur une prothèse de genou, si elle me trace le févure, le polyéthylène et le plateau tibial, mais qu'elle oublie la quille, pour la quille, comment vous faites? Vous voulez répondre ou vous voulez répondre? Alors, Non, pour la banque DOS, banque DOS, on lit le code barre, hein. c'est le code barre. La banque DOS, on a référencé tous les implants qu'on a et on lit le code barre comme n'importe quel produit en fait, hein. Donc ça pose pas de souci. Et Il n'y a pas d'UDI, excusez-moi, mais sur les banques d'os, pour moi, il n'y a pas de chez Ostéopur, il n'y a pas d'UDI chez eux, ni chez TBF, ni chez Bioprotec, hein. Donc vous réétiquetez forcément. On n'a aucun de cette marque, on n'a aucun au niveau de ces marques-là, non. Je me demande si ce n'est pas une saisie manuelle. Tu rentres dedans? Oui, Pas. je ne suis pas certain que ce soit une lecture du code barre. Donc on vérifie sur la banque d'os, mais je crois qu'on n'a aucune de cette marque. Donc on va vérifier chez nous, mais on n'a aucun de ces produits-là. Mais après, s'il n'y a pas de code barre, en fait, l'IDE en salle a possibilité de chercher sur la tablette le produit et de rentrer manuellement. De rentrer manuellement. Donc, faut-il encore qu'il soit créé. Mais voilà, c'est une alternative s'il n'y a pas de code barre. Ok, pour la deuxième question, pour une prothèse de genou, si elle oublie de doucher la quille, comment vous faites? On a un pré-paramétrage aussi sur nos implants, c'est-à-dire que pour chaque type d'intervention, on a paramétré les gammes opératoires et pour chaque type d'intervention, on en a certaines qui sont en validation automatique, d'autres qui sont avec contrôle du cadre du bloc en plus des pharmaciens. Et on a pré-paramétré en disant que pour une prothèse de genou, il fallait tant d'implants. Pour une prothèse de hanche, il fallait tant d'implants. Et si on n'est pas dans les clous, il y a un message d'alerte pour l'infirmière de salle qui lui dit vous avez bipé que 2 implants, il nous en faut 3. Est-ce que c'est bien ça? Et elle valide ou pas? Merci beaucoup. Attendez, je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous m'entendez encore? Oui. Oui, parce qu'il y a donc l'infirmière qui va biper les implants, enfin tout ce qui lui passe entre les mains en salle d'intervention. Et après, chaque intervention fait l'objet d'une validation par le cadre du bloc. Et les préparateurs. Préparateur plus qu'un. Ouais. Oui, et préparateur. Parce qu'on a validé, ceux qu'on a paramétré. Qui vérifie, il y a une validation dans ScanDM, là, qui est donc une validation de l'intervention pour vérifier
que, ben, par exemple, il n'y a pas de choses aberrantes au niveau de la traçabilité des implants pour une prothèse de genou. Et une fois que c'est validé, ça part en renouvellement à la pharmacie. C'est aussi un moyen de contrôle, en fait. Tout ce qui n'a pas été mis en validation automatique, c'est un système. Et moi, une prothèse, je me fais 4 ans, je suis à 4 implants, ça part directement chez 4 ans. On a fait un peu paramétrage. Merci beaucoup. On peut passer à la question suivante, si vous en êtes d'accord. Merci. Donc, je passe la parole à monsieur Johan Jules. Merci beaucoup. On va vous donner le micro. Bonjour, monsieur Banyuls, à l'hôpital américain. Je voulais savoir si pour justement sécuriser la traçabilité, surtout vos stocks directement au bloc, vous aviez envisagé la solution RFID. Et est-ce que vous avez connaissance éventuellement de comment intégrer cette solution-là avec ScanDM? Rappelez-moi ce que c'est la solution RFID, pardon. Et du coup, des puces RFID qui sont collées directement sur les implants à réception. Vous stockez vos implants dans des armoires qui font des inventaires instantanés à chaque ouverture et fermeture. Et cette solution permet de recevoir une alerte sous 24 heures, 24 heures ou 48 heures, si vous n'avez pas justifié de l'absence de votre produit via une traçabilité de pose. Oui. Alors, non, effectivement, on n'a pas ce système-là d'armoire, parce qu'il y a la puce et puis ça fonctionne avec l'armoire. Nous, on n'a pas ce système-là et on n'a pas pour l'instant prévu de le mettre en place. Okay. Pour une raison de coût, hein. Mais du coup, voilà, ça répond partiellement avec la question d'avant, puisque si on peut paramétrer le nombre d'implants attendus, déjà, ça permet de limiter les risques d'oubli. Oui, on a une barrière déjà. Ouais, ce qui est déjà pas mal. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Je passe la parole à monsieur ou madame Payen. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous avez réussi du coup à supprimer le papier avec votre solution ScanDM? On peut répondre dans 3 mois si vous voulez. Parce que nous aussi, on a ScanDM, mais on a un peu du mal à supprimer le papier pour l'orthopédie et tout ce qui est refacturable. Ouais. Alors, c'est pareil en fait pour l'instant parce que je peux trouver 50 000 excuses. On en parle souvent comme quoi là, on va refaire un petit peu le point et essayer de trancher parce que je suis favorable à supprimer le papier, moi en tout cas, mais ça ne va pas dépendre que de moi. Et non, on n'a pas encore supprimé complètement le papier parce que ça nous permet en fait de refaire encore une barrière. Est-ce que cette barrière est psychologique? Est-ce qu'il vaut réellement la peine d'être encore faite par rapport au temps perdu, au temps passé pour faire des doubles et des triples contrôles? Voilà, on va faire un point, une réunion d'ici au printemps en tout cas, pour essayer d'avancer sur le sujet-là. Tout le monde se sent un peu sécurisé encore avec le papier pour la chirurgie avec beaucoup de poses d'implants. Donc là, on l'a encore. Et après, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'infirmières, ça change tout le temps. Je crois que c'est dans tous les établissements de santé. Donc, je ne dis pas que les nouvelles font moins bien, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à faire. Et c'est un peu compliqué. Et je crois qu'on s'approche à une bouée, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure. Mais voilà. Nous, on n'y arrive pas. Ça fait 1 an qu'on a déployé ScanDM et c'est vrai qu'on rattrape quand même des choses. Oui, en fait, nous, on rattrape aussi. Mais est-ce que le temps passé, après, je suis persuadée qu'on est meilleur avec un seul système de traçabilité qu'avec 2. Parce que faire le papier, coller les étiquettes plus ScanDM, au bout d'un moment, on ne peut pas demander aux gens d'être 2 fois meilleurs. Nous, on l'a arrêté pour tout ce qui est non refacturable, en fait. On a réussi, mais… Ouais. Et en fait, je pense que… Vous l'avez arrêté pourquoi? Pour tout ce qui est hors T2A, en fait, tout ce qui est ophtalmo, implant… Il y a un bloc qui s'y prêtait bien et un bloc où on a beaucoup d'orthopédie. Et là, c'est plus compliqué d'enlever le verrou pharmaceutique. Et donc, avec un seul système, je pense qu'on serait bon. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer le cap, quoi, hein, c'est tout. Hein. Il faut passer le cap, et puis je pense que c'est très long. Ça prend quand même énormément de temps avant d'enlever le double contrôle. Oui. Enfin, nous, on va faire le point là, parce qu'effectivement, il faut qu'on y arrive. Hein. Ça a été mis aussi pour ça, quand même. Hein. Mais en plus, du coup, c'est un frein aussi à la traçabilité en temps réel si on attend le papier pour faire le double contrôle. Je ne sais pas si vous faites la même chose, mais… On l'a tout de suite, hein, donc voilà. Oui, mais on perd un peu de temps quand même.
Voilà, c'est fait rapidement comme information dans la surface. Non, et puis même, c'est un peu dommage, je trouve. C'est quand même dommage. Il ne faut pas utiliser un outil à fond quand même. Bonjour. Je me permets juste de voir avec vous la pharmacie du pôle santé sud au Mans. Donc nous, ça fait à peu près 3 ans qu'on est déployé sur ScanDM et on n'arrive toujours pas à faire des inventaires tournants avec une mise à jour automatique des stocks des DMI achats dans SIGEMS. Je voulais savoir si vous, ça fonctionne. Non. D'accord. Non, nous, on fait c'est-à-dire qu'on fait l'inventaire avec ITRAS. D'accord. Et ensuite, on ressaisit dans SIGEMS. On n'a pas de... Ce qui est inventorié avec ITRAS ne peut pas s'implémenter dans SIGEMS. Pour l'instant, je ne sais pas, il n'y a pas de passerelle, ça ne fonctionne pas. On l'a demandé. Voilà, nous, c'est vrai que ça a été c'est un peu problématique parce qu'on a été un peu test justement pour cette option-là. Et c'est vrai que ça nous avait doublé nos stocks. Donc ça a été un véritable échec au niveau des stocks. Et donc du coup, là, je voulais savoir si vous, ça avait été déployé et ça fonctionnait ou s'ils avaient réessayé sur d'autres sites. Si je peux me permettre, on l'a déployé, on a essayé cette année pour la première fois. Par contre, ça demande de faire une évolution sur SIGEMS pour avoir la passerelle, pour que ScanDM intègre les inventaires dans SIGEMS. D'accord. Mais ce n'est pas parfait parce que, par exemple, quand il y a un article qui n'est pas retrouvé, quand on scanne par ScanDM, il faut penser à décocher les lots qu'on n'a pas trouvés quand même. Ça ne se fait pas automatiquement. Donc, c'est quand même... Oui, parce que par défaut, il les laisse en stock, c'est ça, je crois. Oui, voilà. Par contre, ça rajoute les lots qui sont trouvés et qui ne sont pas attendus dans SIGEMS. Par contre, il faut bien décocher les lots non trouvés. Donc, c'est quand même fastidieux, mais c'est... Et vous laissez ITRAS alimenter SIGEMS. Voilà. Oui. Dans le module inventaire, il y a mettre à jour les stocks. Et une fois qu'on a payé l'évolution pour faire l'interface avec SIGEMS, alors ça fonctionne en achat. Nous, on n'a fait que en achat, on n'a pas encore testé le dépôt. On a fait l'inventaire de fin d'année. Et nous, de toute façon, après, le dépôt ne fait pas partie de l'établissement, il appartient au laboratoire, donc il n'y a pas besoin de nécessité mais on aime bien mettre à jour des fois nos stocks aussi. Mais oui, c'est vrai. Voilà, il faut que ce soit concordant par rapport au commercial ou au laboratoire quand il vient faire son inventaire. Mais c'est vrai que nous, c'était le module inventaire tournant en fait qui avait été vendu et qui nous avait bien été vendu et qui est pour l'instant un petit peu. Alors, nous, on a utilisé l'inventaire complet. Ouais, voilà. Complet. Mais ce qu'il faut vraiment voir avec SIGEMS, c'est qu'il vous fasse l'interface. Donc, c'est une évolution, un développement à payer. C'est pour ça, je voulais savoir si vous l'aviez déjà eu, mais pour la module tournant. Fonctionnel, en fait. Ok. Mais bon, comme avec SIGEMS, c'est un petit peu long pour avoir des développements. Donc voilà. Ah non. Oui, voilà. Et surtout, l'établissement l'a payé, nous, le module. C'est surtout ça. Alors, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est l'histoire des localisations. Nous, on a un peu buté là-dessus au début. C'est-à-dire qu'il faut bien que votre localisation dans SIGEMS corresponde à la localisation que vous paramétrez dans ScanDM pour que ça aille au bon endroit. Nous, on a un environnement DMI bien identifié avec un code et c'est ça qu'il faut répertorier sur votre scanette qui va faire l'inventaire. C'est ça, et nous, c'est ce qu'on avait fait, on avait mis ça en place, mais ça a été un fiasco total. C'est vrai que voilà, c'est un peu plus compliqué parce qu'on travaille. Alors, il fonctionne bien, hein, il nous fait un beau tableau Excel à la fin, mais c'est vrai qu'on est obligé de l'intégrer pour la comptabilité. On est obligé de donner en fait ce tableau et plus faire une extraction sur SIGEMS. D'accord. Alors, moi, pour la valorisation, souvent, j'utilise que le tableau d'IHTRAS, finalement, qui est assez juste. Là, c'est ce que j'ai fait pour tout le reste, en fait, tout ce qui était au bloc opératoire. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer les questions. On a encore quelques mains levées. Il commence à être tard, mais c'est bien, vous êtes impliqués et c'est super. Donc, je passe la parole à Ingrid Gérard, que je me permets de saluer. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Oui, moi, je voulais, si j'ai bien compris, vous scannez tout ce qui vous arrive en prêt.
Et je voulais savoir si vous aviez pu quantifier le temps que vous consacrez à scanner tous les prêts par rapport à quand vous ne faisiez pas, par rapport à votre activité. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps ou non, c'est tout à fait intégrable dans l'activité de la PUI? Parce que vous faites de l'ortho, notamment l'ortho, on reçoit des caisses souvent avec plus de 50 implants, donc... Oui, ça va assez vite, hein. Enfin, Anne-Sophie alors, déjà, ça dépend du nombre de prêts que vous faites par jour. Nous, on a des bons dépôts, donc on n'a pas énormément de prêts. Donc, c'est vraiment une activité qui nous prend peu de temps par rapport à tout le reste. On n'a pas calculé, mais non, ça va très vite et je sais pas, pour dire au pif, même pas, je pense, 1 heure par jour. Voilà, donc non, pas beaucoup de temps. Non. Ok, merci beaucoup. Mais je me permets juste de vous poser une question. Quand vous recevez le prêt, vous avez le fichier qui vous permet de contrôler le prêt? Parce que nous, c'est pareil, on nous avait vendu en fait cette option. C'est-à-dire qu'on reçoit un prêt, on contrôle là sur un bordereau et on vérifie s'il manque pas un implant. Et par contre, vous avez déjà le fichier qui vous permet de biper et savoir s'il manque un implant dans la caisse? Non, pas du tout. On contrôle seulement avec le bordereau de livraison. D'accord, donc vous bipez et vous... Ouais, parce que du coup, comment vous avez l'erreur qui vous apparaît? Sur ScanDM, quand on a bipé tous nos implants sur ScanDM, à la fin, ça nous donne le nombre d'implants qu'on a bipé tout simplement et on le compare au nombre d'implants qui est noté sur le DL. Ok, oui, comme un retour de prêt en fait. Oui, comme pour le retour, oui. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole à monsieur ou madame Vieux-Châty. Oui, bonjour, Valérie Vieux-Châty, je suis pharmacien en Vendée, au CHD. Alors, nous, on n'a pas ScanDM, mais j'ai 2 questions. La première, je n'ai pas bien compris, au niveau de la réception, vous faites une double entrée à la fois dans ScanDM et dans votre GEF qui a l'air d'être Sigems, ou en fait, ça s'interface? Pour tout. Enfin, non, pour les dépôts et les achats, je pense. Oui, pour les dépôts permanents, les achats. Normal. Alors non, on réceptionne seulement dans iTrace et ça remonte en fait dans notre logiciel de gestion de stock Sigems. Donc on ne réceptionne qu'une seule fois. D'accord, très bien. Et j'avais une deuxième question vis-à-vis de ce qui remonte en fait dans le dossier patient informatisé. Donc en fait, c'est un document de traçabilité unique. Est-ce que c'est toujours le même? Et est-ce que vous avez parfois des erreurs de saisie? Du coup, on recorrige les informations. Et du coup, est-ce que ça vous refait une carte d'implant ou est-ce qu'elle se remet à jour? C'est un PDF, hein, donc il ne peut pas être corrigé au fur et à mesure. Et il est implanté une fois qu'il y a eu le contrôle qui a été fait par les préparateurs et par s'il y en a un par le cadre du bloc, si ça n'a pas été paramétré, et sinon par les préparateurs. Et une fois que c'est validé, ça part sur le DPI en PDF. D'accord, donc ça part que après en fait qu'il y ait la validation de l'intervention. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que ça sera la dernière question. En tout cas, il reste une seule main levée. Donc, monsieur ou madame Loiseau. Vous activez votre micro normalement. Vous a donné le droit. Non, votre micro est coupé. Non, mais je pense qu'il est désactivé. Ouais. Faut que ce soit la personne qui l'ouvre. Là, il a été désactivé. C'est ça. Il était activé. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. On vous invite à... Bonjour Antoine, c'est Étienne Dubourdieu. Je ne sais pas Bonjour si vous Étienne, n'êtes pas trompé. Vous avez réactivé mon micro. Et du coup, je me demandais si vous n'aviez pas interverti avec monsieur ou madame Loiseau.
Alors, j'ai vu que tu avais la main levée, mais elle était rabaissée. Donc, bref. Oui, enfin, en fait, t'écoute. Ouais, donc On t'écoute, Étienne. moi j'avais une question. Alors, je m'excuse, je suis pas, je suis pharmacien, mais je ne travaille pas dans un établissement de santé. Donc c'est pour ça que j'hésitais à poser la question. Je travaille chez FAST, donc on gère des référentiels, les référentiels CIO-DC, CIO-DM. Moi, je me posais la question de par rapport à votre fonctionnement polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine, de qu'est-ce qui se passe lorsque vous réceptionnez un DM qui vient d'être référencé, c'est-à-dire vous n'avez jamais scanné le code GTIN qui se trouve dans le code barre apposé sur ce DM, est-ce que la première fois que vous allez le scanner, votre logiciel IHTrace, il vous propose d'emblée une correspondance avec la fiche que vous avez créée, ou est-ce que vous devez faire manuellement l'appairage, comme le décrivait la pharmacienne des HCL. Je ne sais pas si ma question est claire ou pas. Non, ça le reconnaît. Si le logiciel n'a jamais rencontré ce DM et qu'on ne l'a pas créé dans la base de données, il ne le reconnaît pas. Il faut qu'on le crée. Alors, si vous l'avez créé, alors peut-être si vous l'avez, supposons que vous l'ayez créé, mais est-ce qu'en gros, c'est vous qui appairez la fiche la première fois avec le code GTIN, ou est-ce que ça, c'est déjà réalisé dans IHTrace ou dans une autre base que vous utiliseriez? Alors, on n'a pas d'autre base. D'accord. On n'a pas d'autre base. Je suis en train de réfléchir à la... On a une possibilité... Oui, mais ça ne se fait pas automatiquement. Il faut qu'on fasse une petite manip dans IHTrace pour le... Comment on appelle ça? Pour les associer. Ok, donc c'est vous qui faites l'appairage dans IHTrace la première fois. Oui. C'est-à-dire qu'il va nous proposer, si vous voulez, il va nous proposer des références approchantes et qu'il a lui-même trouvé dans notre logiciel de gestion de stock, et il va nous demander si c'est ça ou pas, quoi. Et puis nous, on va dire OK, et en fait, on les associe. Mais ça demande une manipulation manuelle. Oui, ça vous demande de rechercher manuellement la fiche du produit qui correspond à ce que vous avez entre les mains, quoi. Exactement. D'accord, ok. Très bien. Merci. Je vous en prie. Merci. Et donc, on va essayer de repasser la parole à monsieur ou madame Loiseau, si il ou elle active son micro. Non. Il faut que vous activiez votre micro. Désolée, je vais vous abandonner parce que j'ai une consultation ce matin. Merci beaucoup, hein, un grand merci. Docteur de Lyon, et de toute façon, je pense qu'on va clôturer cet atelier. Sauf si... Bonne soirée. Je ne crois pas. Merci beaucoup. Non. Bah, écoutez, en l'absence de questions supplémentaires, je vous propose de mettre fin à cet atelier. Un grand merci encore aux intervenants de la polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine, un grand merci. Et puis un merci à l'ensemble des participants à ce webinaire. Et donc, je vous donne rendez-vous lors du prochain webinaire. Merci. Bien, merci. Au revoir. Merci Allomédite et merci pour ce retour d'expérience. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.